Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Eki Busquet est une designer engagée. Installée à Marseille, elle veut faire rayonner les savoir-faire locaux et concilier design et éthique. Un ADN fort, une personnalité créative, une interview passionnante. Enfin, j'espère. Bonjour Eki. Bonjour Hortense. Eki, c'est joli comme prénom, c'est de quelle origine ? Merci, je vois déjà qu'on a affaire à une femme de bon goût. Ça vient du Pays Basque, je suis originaire et native de la côte atlantique. Je suis née à Bayonne, plus précisément. Ah, ok. On va commencer par les débuts parce que je crois que maintenant tu es designer, mais tu as eu un parcours assez riche avant de devenir designer. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça ? Oui, en fait, moi j'ai fait l'école Boulle, donc qui est bien connue pour tout ce qui est la création industrielle, mais aussi et surtout les métiers d'art. Moi, j'étais dans la partie création-conception. Et j'ai fait aussi un petit peu de com visuel. Moi, je suis partie à l'étranger à Milan sur une année d'Erasmus qui a été magnifique et déterminante et qui m'a donné le goût de l'entreprise et de tous les enjeux d'image de marque. Donc là-dessus, moi, quand j'ai été diplômée de l'école Boulle, j'ai plutôt filé sur des profils de grands groupes, groupe L'Oréal, puis ensuite la maison Dior qui m'a absorbée assez vite. Et ça a été 7 années de salariat pour moi en tant que designer, qui ont été des années déterminantes, où j'ai appris en fait à dessiner, mais plutôt sur des enjeux de créativité contraintes par le business. Donc j'ai une créativité qui est très formatée par le plaisir d'être au service de quelque chose. Et c'était des milieux qui moi me passionnaient parce que c'est des milieux dits dominants. Et j'étais très curieuse de comprendre les rouages de succès de ces maisons, en ayant la petite idée derrière la tête un jour de les mettre au service de projets peut-être plus à 360 sur des enjeux peut-être plus vertueux ou plus sociétaux, on va dire. Et alors, comment t'as basculé ? Pourquoi te lancer en étant designer ? J'ai basculé, en fait, je me suis fait un petit programme. J'ai démarré ma vie professionnelle, j'avais 24-25 ans, et je me suis dit, à l'aube de ta trentaine, j'espère que tu auras acquis suffisamment de compétences transversales, au-delà de celles qui m'avaient été transmises à l'école, à savoir mener une créativité, répondre à un cahier des charges, le dessin, enfin tout ce qui sont les atouts du designer. Et je voulais me structurer sur la compréhension d'un marché, les enjeux plus business, savoir parler aussi à des profils qui ont rien à voir avec la création. Et vers 30 ans, j'étais mûre. La maison Dior en particulier m'a fait très confiance et m'a énormément stimulée. Et j'ai pris la décision de les quitter pour monter mon propre studio de design global. Et ils t'ont fait travailler, tu veux dire ? Après, tu veux dire quand j'étais... Oui, encore aujourd'hui. Je dessine pour eux, mais en indépendant, du coup. Et c'est un plaisir parce que la réalité, c'est que moi, j'ai aimé dessiner pour eux. J'aime toujours le faire, mais j'avais une terrible gourmandise de dessiner aussi pour d'autres terrains créatifs et d'autres terrains de jeu créatifs. Ouais. Alors, c'est quoi ton terrain de jeu, par exemple ? Alors, aujourd'hui, moi, j'ai un studio qui, du coup, est un peu particulier. J'ai un studio sur un modèle que certains appellent le on-off. J'ai du design très traditionnel où, par exemple, je dessine beaucoup des boutiques pour des marques. Je viens de livrer, par exemple, un énorme centre thermal pour La Roche-Posay, donc qui est une marque très grand public, pas forcément luxe, mais qui a des enjeux qui, moi, me passionnent autour de questions de lutte contre le cancer, de prise en compte de pathologies, etc. Donc ça, moi, j'adore. Et à côté, je peux dessiner pour des toutes petites marques anonymes, des collections de maisons avec de la valorisation de faits main français, d'artisanat d'exception, d'hyper local, de circuits courts, ou des choses très très denses humainement, comme par exemple faire travailler des collaborateurs en situation de handicap. Oui, on va revenir là-dessus. Toi, ta signature, l'une de tes signatures, comme tu disais, c'est mettre un peu plus d'éthique dans le design. Ça passe par quoi ? Ça veut dire quoi ? Oui, éthique, c'est un bon point de départ. Moi, j'aime bien parce qu'il commence à être galvaudé. On est beaucoup à brasser l'éthique, sans être parfois très précis, ou c'est flou, en fait, l'éthique. Moi, j'aime bien tourner plus autour de l'idée de conscience. Donc ça va être des projets où à un moment donné, des entreprises, d'ailleurs souvent font un choix entre quelque chose peut-être plus de l'ordre de l'humain ou écologique. On peut pas répondre à tout.
Mais c'est des projets où vous avez des curseurs qui sont poussés sur ces enjeux-là. Et ça peut être par exemple la prise en compte de la pénibilité d'une pièce. Quand on dessine en tant que designer, on se pose plein de questions et assez rarement celle de mais qui va fabriquer, combien de gestes je vais lui faire pour aboutir à ma pièce. Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? Est-ce que pédagogiquement c'est quelque chose qui développe quelqu'un? Ou est-ce que c'est une posture d'exécutant? Et est-ce qu'on est clair avec ça? En tout cas, est-ce qu'on s'est posé ces questions-là? Donc c'est ce volet-là que moi j'interroge beaucoup dans la deuxième partie un peu bicéphale de mon studio. Et la première partie, c'est quoi? Et la première partie, ça va être un modèle beaucoup plus classique en fait de cahier des charges de créatif, où là c'est avant tout des enjeux d'identité de marque. Tout ce qu'on appelle le brand image. Donc c'est de la cohérence par la création d'une projection de marque. Souvent on m'appelle pour visualiser une marque à 1 an, 2 ans, voire 5 ans. Et l'idée, c'est d'être garant de cette cohérence. C'est aussi de dessiner des langages formels qui vont tenir dans le temps et qui vont servir suffisamment longtemps l'ADN de marque. Et là-dessus, moi, je peux intervenir sur beaucoup d'entrées, donc du mobilier, mais aussi de la pub. On m'interroge aussi sur des enjeux digitaux depuis l'avènement de ces milieux-là. C'est vraiment plutôt une stratégie globale de marque sur laquelle moi je suis embarquée et avec lesquelles moi j'interviens et j'ai plaisir à dessiner. Et je choisis de plus en plus, même dans mon modèle dit conventionnel de studio, des marques qui ont aussi, même si elles sont grosses, même si elles sont très implémentées et très identifiées du grand public, avec des enjeux de rentabilité forts, qui commencent à avoir quand même aussi un parti pris sur des enjeux collectifs plus forts. Oui, un impact social ou environnemental. Mais alors, comment on arrive à faire du beau, du local, du durable, de l'abordable? Il y a beaucoup de monde qui a envie de faire ça. C'est un vrai challenge? Alors moi, déjà, je n'y arrive pas. Pour répondre à cette question, je suis incapable de répondre à ce challenge-là aujourd'hui. En l'état actuel de la société, je parle plutôt de la société française, qui est la nôtre, des lignes de production qui existent aujourd'hui, des cycles aussi de recyclage qui existent, parce que c'est un grand enjeu. Donc moi, aujourd'hui, clairement, si quelqu'un sait faire ça, mais je veux qu'il me contacte. J'adorerais savoir. Je suis beaucoup plus sur des process plus nuancés. Je tends vers ça, mais j'ai bien compris que je ne le vivrai pas et que j'espère être au service d'une méthodologie ou d'une génération qui va advenir, mais dont je n'en verrai pas le jour. Parce que je pense que c'est des mutations de société qui sont hyper denses. On sait que le temps de la vie d'une idée, c'est environ un cycle de 30 ans. Si on regarde le bio, ou la bio, comme certains aiment plutôt la qualifier, moi je me souviens quand j'étais enfant et que mes parents abordaient ces questions-là avec mes grands-parents, ils se faisaient, pardonne-moi l'expression, mais bouffonner. Ils se faisaient traiter je me souviens, ma mère se faisait traiter de mangeuse d'herbes et de graines. Et aujourd'hui, voilà, Carrefour, Leclerc a des lignes de bio, on n'en parle plus. C'est acquis, c'est digéré. Ce sont des idées qui sont passées de la marge à la norme. Il a fallu 30 ans. Et ces idées, je vois pas pourquoi il leur en faudrait 25 de moins. C'est la même chose. Donc je pense qu'on est au tout début. Ceux qui le souhaitent peuvent se mettre au service de ces idées, mais moi j'ai pas du tout la prétention de voir advenir dans leur totalité ces projets-là. Par contre, je suis convaincue qu'il faut que des acteurs se saisissent de ces questions et fassent un trait d'union. Et ça passe par la nuance. Donc, dessiner pour des grands groupes dits capitalistes / modèles dominants et à côté des toutes petites entreprises familiales qui produisent qu'en France, dans un périmètre de 30 km autour de vous, pour moi, c'est hyper cohérent parce que c'est se faire rencontrer deux mondes qui aujourd'hui se parlent très peu. Et je crois aussi que c'est un basculement qui aura lieu qu'avec tous les acteurs et je crois très très peu à la force de la division. Donc pour moi, c'est une bataille qu'il faut qu'on livre ensemble et peut-être qu'on fera les comptes et les bilans dans un temps d'eux, mais d'abord, il faut livrer bataille. Ouais, toi, le Made in France, l'artisanat, c'est vraiment plus facile, c'est au cœur de tes travaux? C'est au cœur dans la mesure du possible et typiquement c'est une très bonne question. Les grands groupes, il faut quand même un pouvoir d'achat impressionnant pour faire du Made in France. Ça coûte extrêmement cher aujourd'hui de tout relocaliser. Et un groupe comme L'Oréal peut se l'autoriser. Donc La Roche-Posay a joué le jeu de me suivre et a tout fait faire en France. Ça leur a coûté un bras, je vous le dis.
Voilà, tout le monde ne peut pas se l'autoriser. Et c'est là où la nuance est importante. Faire du made in Pologne, c'est pas si dégueu quand on sait que ça fait partie de l'Union européenne et qu'il y a peut-être plus à questionner de pourquoi aujourd'hui il n'y a pas une harmonisation de la valeur du travail et des salaires dans l'Union européenne, plus que se dire c'est pas fait en France, donc c'est pas clean. Non, en fait déjà faire en Pologne versus l'Indonésie, c'est déjà un premier pas. Il est pas parfait, mais on est en route. Tu t'intéresses beaucoup aux matériaux de demain aussi ? Oui, alors ça c'est une super question aussi parce que moi comme tout le monde, j'ai que des super questions, ça me fait plaisir. J'avais pas le moral ce matin et là j'ai que des super questions, ça me fait... Non mais c'est une très bonne question parce que moi c'est une question sur laquelle j'ai fait machine arrière. J'ai démarré par, comme tout le monde, interroger les grilles de matériaux en me disant c'est formidable, et en fait je me suis rendu compte en discutant avec des experts et en lisant pas mal d'études, notamment dans des services achats de grands groupes qui questionnent aussi ces questions-là et qui m'ont fait un petit peu de transmission de savoir-faire, que les biomatériaux sont magnifiques mais aux 3/4 de leur cycle de vie, puisqu'en fait sur la dernière étape tout capote la plupart du temps, parce qu'aujourd'hui on n'est pas capable en tout cas en France, et c'est pour ça que je parlais de l'enjeu aussi des filières de recyclage et de l'état en fait des infrastructures pour mener de telles idées. Il va falloir aussi qu'il y ait une politique générale qui se mette en route. On ne sait pas les traiter. Donc la plupart du temps, ça finit en enfouissement. Et un plastique qui est issu d'algues séchées qui a été pressées, va subir une transformation moléculaire qui, malgré tout, pose problème sur une phase d'enfouissement. Et ça peut prendre quand même 100 ans. Donc évidemment, c'est pas dégoûtant, mais attention à ne peut-être pas jeter trop vite, par exemple, certains plastiques, ou du bois, ou du métal, que par exemple en France, on maîtrise, parce qu'on sait très très bien les recycler. Donc c'est des vraies questions qu'il faut se poser à 360, et il faut regarder tous les curseurs, parce que vous pouvez être bien moins nocif à travailler du PET, qu'on sait recycler à 100% en France depuis 100 ans, que à travailler une algue que vous allez finir par enfouir, et on l'enfouit où et comment, et voilà. Il y a une histoire de surplus aussi, tu travailles des petites quantités, tu essayes de faire attention à ça ? Oui, complètement. Et ça, je dirais que c'est le défi le plus gros que j'ai avec mes clients du modèle dit conventionnel. Parce que c'est là où on comprend aussi qu'il ne va pas juste s'agir de prendre des matériaux propres, mais il va falloir aussi réinventer les langages du luxe de demain, ou du luxe vert. Et moi, j'ai eu des grandes maisons de luxe qui m'ont interrogée en me disant « Génial, on veut une designer qui nous fasse passer sur des matériaux propres », mais ils n'étaient absolument pas prêts à rogner sur les codes du luxe à l'ancienne, c'est-à-dire des grosses épaisseurs. Parce qu'on a besoin que les choses pour qu'elles soient luxueuses, qu'elles soient lourdes, quand on les sous-pèse, elles pèsent. C'est comme ça, les codes du luxe aujourd'hui, c'est pas du fin, c'est pas léger, c'est pas quelque chose d'évidé, par exemple. Et ça a été très difficile de leur faire admettre que c'était pas juste parce qu'ils switchaient en tout carton qu'ils étaient clean. En fait, il faut aussi réduire les volumes, les masses, les épaisseurs, et ça change toute la face d'un meuble, et c'est tout un langage esthétique qui a repensé. Ouais. Tu l'as abordé tout à l'heure et je voulais vraiment absolument qu'on revienne dessus. Tu as toute une collection qui s'appelle les estampillés. Donc, vas-y, je te laisse nous présenter. Les estampillés, moi, c'est une collection que j'affectionne beaucoup. C'est ma première. C'est une collection que je confie encore aujourd'hui qu'à des ESAT, donc des ateliers dits protégés, qui accueillent que des collaborateurs en situation de handicap mental et ou moteur. C'est des gens qui sont capables d'une activité pro, mais qui ne peuvent pas exercer dans le milieu dit ordinaire, donc notre monde. Donc en fait, c'est des gens qui peuvent faire plein de choses, mais si vous ne réadaptez pas votre façon de dessiner, votre façon de vous adresser à eux et votre façon de les briefer, il va rien se passer. Et si vous prenez en compte leurs spécificités techniques et humaines, il peut tout se passer. Donc c'est une collection qui fait la part belle à ce possible-là. Chez moi, ça reste une collection capsule. Je vends pas à 90% les estampillés, mais c'est un modèle qui moi m'a interrogée à un moment donné parce que déjà créativement c'est hyper fort. Ça m'a fait sortir d'habitude et de facilité de créatif. Ils m'ont beaucoup mis au défi. Et dans cette veine-là, d'ailleurs, je m'apprête à lancer une deuxième collection qui interrogera des enjeux très très proches de ce type-là parce que j'y crois beaucoup. Et je pense que typiquement, quand on parle de mondes qui doivent un peu plus s'imbriquer, c'est un bon exemple. Et il y a quelque chose en particulier qui fait que tu es si sensible à cette cause ?
Je pense que j'ai un milieu social qui fait que c'est des questions qui se sont posées chez moi assez tôt, la frugalité, se débrouiller, puis en fait aussi s'interroger sur une certaine partie de la population. Donc ça, oui. Et puis après, il se trouve aussi que le hasard a fait que quand je me suis diplômée à l'école Boulle, c'était l'année des subprimes, la crise des subprimes. Et c'était déjà un monde qui était censé basculer, un nouveau qui devait naître. Je me souviens très bien de ça et ça m'avait beaucoup percuté. Et moi, ça m'a fait opérer un basculement à l'époque et j'ai dédié toutes mes études à plutôt des théoriciens et des penseurs de design qui se sont beaucoup interrogés sur ces enjeux-là, mais il y a 60 ans déjà, et qui depuis m'habitent et ont énormément coloré ma pratique créative. Ouais, justement, cette créativité qui a l'air assez forte, et même là, en un quart d'heure, tout de suite, on voit que tu as une ouverture d'esprit qui est immense. D'où ça te vient et comment tu le travailles, en fait ? Je viens d'un milieu familial qui était vraiment pas du tout câblé là-dessus. Donc, je pense qu'il y avait une certaine liberté d'action, du coup. Et par contre, j'ai eu une chance, dans le parcours, c'est qu'à un moment donné, mes parents, pour des enjeux pro, on vivait à l'étranger, ont eu besoin de me rescolariser en France et allaient rater la rentrée. Et ils m'ont confié du coup à un couple d'artistes peintres le temps de faire cette année scolaire pour pas trop me décaler. Et j'ai vécu pendant 1 an dans une famille qui était pas la mienne, c'était des amis proches, mais c'était pas la mienne, c'était pas ma culture et c'était que des artistes. Et ça a été une année d'émerveillement. Donc à ce qu'on appelle plutôt les arts plastiques. Moi aujourd'hui je fais les arts appliqués, donc c'est une autre façon de créer. Mais ils m'ont transmis le goût pour la création. Je les ai vus passer des heures comme ça à des joutes verbales créatives et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait du jeu dans ça, il y avait beaucoup de divertissement, d'amusement. Et moi, j'ai cherché derrière à trouver une création plus contrainte parce que c'est ce qui correspondait à ma personnalité. Mais ils m'ont vraiment mis le pied à l'étrier et c'est eux qui m'ont sensibilisée à ça. Et à partir de là, je n'ai plus que regardé dans ce sens. Et quand j'ai rencontré d'ailleurs l'école Boulle sur mon parcours, c'était évident que cette espèce de corrélation entre métier d'art et conception me parlait énormément. Et j'ai vu que c'était des métiers qui permettaient en plus de faire du 360 sur plein d'autres questions, dont des enjeux de société qui, moi, me passionnent. Et je disais en intro, tu es installée à Marseille. C'est un thème qui revient aussi beaucoup dans ton travail. C'est une ville vraiment qui t'inspire profondément ? Alors moi je suis installée à Marseille parce que je trouve que la force de Marseille c'est d'être au carrefour de tout et surtout d'un ailleurs. Donc j'ai un rapport à Marseille qui est très peu ancré dans le territoire mais plutôt dans ce que moi j'aime appeler le Grand Sud. Moi j'aime Marseille parce qu'en fait je trouve que j'ai l'impression je me raconte que je suis au Maroc puis le lendemain je me dis non en fait c'est la Grèce. Et enfin je me dis non mais c'est peut-être l'Italie ici. Voilà, moi ce que j'aime à Marseille c'est rien n'est défini, tout est flou, tout est nuancé et par contre il y a de la beauté à chaque coin de rue. Donc je me revendique très peu de Marseille mais beaucoup du Grand Sud. Merci beaucoup pour cette plongée dans ton univers Eki. Merci beaucoup. Merci Hortense. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.